Vous avez été trompé. Chaque seconde de votre vie, depuis les bancs de l'école jusqu'aux émissions de vulgarisation scientifique, on vous a servi des mensonges soigneusement filtrés. On nous dit que l'histoire est linéaire, que nous évoluons de la houe au smartphone, lentement et sûrement. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a seulement 200 ans, une catastrophe d'une telle ampleur a eu lieu qu'elle a effacé de la surface de la Terre une civilisation nous dépassant en niveau de développement? Et si tout ce que nous savons du 19e siècle n'était qu'un décor hâtivement monté, destiné à masquer les traces d'un crime global? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons arracher les masques de ceux qui ont réécrit l'histoire de l'humanité. Il ne s'agira pas de mythes et de légendes. Nous parlerons de faits, de chiffres et de preuves physiques qui gisent sous nos pieds, mais qu'il nous est interdit de remarquer. Le sujet de notre enquête est l'année 1816. Dans les manuels, on l'appelle du surnom inoffensif d'année sans été. On nous raconte une histoire émouvante sur la façon dont l'éruption du volcan Tambora en Indonésie aurait soi-disant occulté le soleil avec ses cendres, provoquant mauvaise récolte et famine. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté et cynique, destiné à masquer les conséquences d'un véritable hiver nucléaire qui a recouvert la planète après un conflit militaire mondial. Activons notre esprit critique. La version officielle stipule qu'un seul volcan, aussi puissant soit-il, a projeté tant de cendres que le climat a changé sur toute la planète pendant plusieurs années. Mais tout volcanologue vous confirmera que les cendres volcaniques se déposent assez rapidement. Oui, il y a parfois une baisse de température, mais pas le gel total des cultures à la mi-juillet en Virginie ou en Europe. Les chroniques de l'époque décrivent non pas simplement un temps couvert, elles décrivent un ciel jaune, de la neige rougeâtre et un brouillard sec que le vent ne dispersait pas. Savez-vous ce que c'est? C'est la description classique de l'atmosphère après des frappes nucléaires ou thermonucléaires massives. La neige rouge, ce sont des oxydes d'azote et de la poussière radioactive. Le brouillard sec, ce sont de minuscules particules de terre et de suie soulevées dans la stratosphère. Ce n'est pas un volcan. Ce sont les conséquences d'un bombardement à l'échelle planétaire. Regardez une carte physique du monde et comparez-la aux cartes créées avant 1816. Pourquoi sur les cartes anciennes, la Sibérie, le Canada et même l'Antarctique sont-ils représentés sans glace, avec des villes, des rivières et des forêts? Pourquoi le Groenland est-il appelé terre verte? Les historiens bredouillent à propos de l'imprécision des cartographes. Sérieusement? C'est-à-dire que des gens capables de construire des navires aptes à traverser les océans et d'ériger des bâtiments que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui auraient soudainement désappris à dessiner des cartes? Non. Le climat avant la catastrophe était complètement différent. Il était uniformément chaud sur toute la planète. L'absence de calotte glaciaire au pôle assurait une haute pression atmosphérique et une composition gazeuse de l'air différente. C'était une serre. Et c'est précisément en 1816 que cette serre fut brisée. Le refroidissement brutal n'est pas un caprice de la nature. C'est le résultat de la destruction du dôme atmosphérique et d'un déplacement des pôles, causé par un impact énergétique colossal. Et maintenant, tournons-nous vers la preuve la plus évidente, accessible à chacun, où que vous soyez dans le monde. Les forêts. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a pratiquement pas d'arbres de plus de 150 ou 200 ans dans les massifs forestiers de la planète? La science officielle vous dira que la forêt était coupée pour le bois de chauffage, ou qu'elle brûlait à cause d'incendies locaux. Mais permettez, aurait-elle vraiment brûlé ou été coupée simultanément sur tous les continents, de l'Amérique du Nord à la Sibérie et à l'Europe? Entrez dans n'importe quelle forêt, vous verrez que c'est une forêt suspectement jeune. Les arbres se dressent comme des allumettes, de la même épaisseur et de la même hauteur, comme s'ils avaient été plantés le même jour. Les biologistes savent que pour un véritable écosystème ancien, il faut des arbres d'âge différents, y compris des géants de 300 et 500 ans. Où sont-ils?
ils n'y sont pas. Parce qu'il y a 200 ans, ils ont été détruits par une onde de choc et des incendies à l'échelle planétaire. Nous vivons sur un gigantesque champ de cendres qui n'a commencé à repousser que dans la seconde moitié du 19e siècle. Les sceptiques diront « Où sont les cratères? Où sont les traces d'impact ?» Ouvrez les cartes satellites. Toute la surface de la Terre est parsemée de lacs parfaitement ronds. En Sibérie, au Canada, en Australie, il y en a des milliers. La science officielle les appelle des dépressions thermokarstiques ou des cratères météoriques. Mais la probabilité que des milliers de météorites soient tombés strictement à la verticale et former des cercles parfaits est nulle. Et le thermokarst ne produit pas une telle géométrie. Ce sont les traces de bombardement en tapis. Si l'on superpose la carte de ces étranges lacs à la carte de la densité de population du 19e siècle, nous verrons une terrible régularité. Les frappes ont été portées sur les centres industriels, densément peuplés de cette civilisation qui nous a été cachée. Nous marchons sur le cimetière d'un grand empire qui a été réduit en poussière. Et on nous a dit que c'était juste un volcan qui avait fait des siennes. Mais le plus terrible n'est même pas le climat. Le plus terrible, c'est ce qui est arrivé aux gens. Où sont passés les millions, voire les milliards d'habitants qui peuplaient ces mêmes villes, marquées sur les cartes du XVIIIe siècle? Pourquoi sur les tableaux des peintres ruinistes voyons-nous de majestueux palais aux voûtes brisées, envahis par les broussailles, et de minuscules personnes en haillons qui font paître des chèvres parmi les débris de la grandeur passée? On nous dit que c'est une fantaisie d'artistes. Mais les artistes de cette époque fonctionnaient comme des appareils photo. Ils fixaient la réalité. Ils peignaient le post-apocalypse. Ces petites gens n'ont pas construit ces gigantesques structures. Ils sont venus sur les ruines. Ils sont des survivants. Ceux qui sont restés après le nettoyage de 1816. Et c'est ici que nous abordons la question principale, celle qui glace le sang. Qui et pourquoi a porté ce coup? Qui gênait une civilisation possédant une énergie gratuite et un champ d'information unifié? La réponse à cette question bouleverse toute la conception du pouvoir, de l'État et de notre place dans ce monde. Examinez les statistiques démographiques. Au milieu du 19e siècle, de nombreux pays connaissent une étrange chute, puis une croissance explosive. D'où sont venus ces gens? Pourquoi d'énormes orphelinats apparaissent-ils dans les villes? D'où viennent ces dizaines de milliers d'enfants sans parents qui sont massivement envoyés aux quatre coins du monde? Ce n'est pas seulement la conséquence de guerres ou de maladies, c'est un peuplement systématique des territoires libérés. Mais par qui? Des clones? De nouvelles personnes cultivées en laboratoire? Où sont les enfants de ceux qui ont été anéantis, ayant subi une réinitialisation complète de leur mémoire? Nous avons atteint la limite au-delà de laquelle l'histoire officielle se réduit en poussière. Observez attentivement les rues de votre ville, surtout si vous habitez dans le centre historique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les rez-de-chaussée des bâtiments anciens sont enfouis sous terre, à moitié, voire jusqu'au sommet des fenêtres? La science officielle, sans scier, appelle cela la couche culturelle. Pensez à l'absurdité de ce terme. On essaie de nous faire croire que nos ancêtres étaient si négligents qu'ils n'ont pas nettoyé pendant des siècles la boue, le fumier de cheval et la poussière ramenée sous les semelles, laissant tout cela s'accumuler sur des mètres. On nous dit que le niveau du pavé s'élevait à chaque réparation de la route. Mais attendez, si vous posez un nouvel asphalte ou des pavés, vous retirez bien l'ancienne couche, n'est-ce pas? Personne de censé n'irait murer les fenêtres de sa propre maison, transformant un étage résidentiel à part entière en une cave humide. Cela contredit la logique, l'hygiène et la commodité la plus élémentaire. La vérité qui nous est cachée est qu'aucune couche culturelle n'existe. Ce que nous voyons, ce sont des roches sédimentaires. Ce sont les conséquences de ce même événement catastrophique du début du 19e siècle, qui a provoqué la soi-disant année sans été. De très puissants tsunamis, des coulées de boue
et la chute de terre du ciel après les impacts ont littéralement enseveli les rez-de-chaussée des bâtiments partout dans le monde. Ce phénomène est appelé par les chercheurs alternatifs le déluge d'argile ou le mud flood. Déterrez les fondations de n'importe quel bâtiment ancien et vous y verrez des portes à part entière, des fenêtres avec des grilles et des arches menant nulle part dans l'épaisseur de la terre. Qui construit une porte sous terre? Personne. Ces étages étaient au niveau du sol avant la catastrophe. Nous vivons sur des ruines, recouvertes d'argile et de limon, et nous n'avons même pas pris la peine de les déterrer complètement, nous contentant d'adapter les étages supérieurs à nos besoins. Et maintenant, levez la tête et regardez l'architecture elle-même. On nous dit qu'au XIXe siècle, alors que le principal moyen de transport était le cheval et la charrette, et que l'éclairage était à la bougie, les gens construisaient massivement des complexes gigantesques en briques rouges et en pierre blanche. Évaluez les volumes de production. Pour construire un seul de ces quartiers, il faut des millions, des dizaines de millions de briques de formes géométriques parfaites et d'une résistance dont les usines modernes ne rêveraient même pas. Où se trouvaient ces usines? Où sont les carrières d'où l'on extrayait l'argile à une telle échelle? Où sont les fours de cuisson? Pour produire une telle quantité de matériaux de construction, il faut une infrastructure industrielle développée, des chemins de fer et de l'électricité. Et on nous dit que c'était des serfs en laptis qui faisaient cela, entre deux travaux des champs. C'est mathématiquement impossible. Remarquez les immenses fenêtres cintrées et les très hauts plafonds de 4 ou 5 mètres dans les bâtiments de Saint-Pétersbourg, Moscou, Berlin ou Chicago. L'histoire officielle affirme qu'ils ont été construits à l'époque du petit âge glaciaire. Avez-vous déjà essayé de chauffer une pièce avec des plafonds de 5 mètres et d'immenses fenêtres par moins 30 degrés en utilisant un poêle à bois? C'est physiquement impossible. Toute la chaleur s'échappera vers le haut et la température au sol sera négative. Ces bâtiments ont été conçus pour un climat complètement différent. Ce même climat chaud, de serre, qui existait sur Terre avant 1816. Ou bien ils utilisaient des systèmes de chauffage fondamentalement différents, dont les traces ont été barbarement détruites ou modifiées. Jetez un œil aux cheminées dans les anciens palais. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de conduits de cheminée, ou les conduits ont été percés plus tard, grossièrement et maladroitement. Les foyers eux-mêmes sont trop petits pour du bois, mais sont souvent ornés de métal et d'étranges grilles. Ce ne sont pas des foyers pour la combustion du charbon. Ce sont des éléments d'électricité atmosphérique, des condensateurs d'énergie qui fonctionnaient en tandem avec les dômes et les flèches sur les toits. Le métal dans la construction des bâtiments n'était pas utilisé pour l'esthétique, mais comme partie d'un réseau énergétique unifié. Après la catastrophe, lorsque l'électricité atmosphérique a disparu ou a changé ses propriétés, ces dispositifs sont devenus un décor inutile. Les survivants, devenus sauvages et transit froid, ont commencé à percer des trous dans les murs pour se réchauffer tant bien que mal avec le feu, transformant des dispositifs de haute technologie en poêles primitifs. Nous regardons des technologies divines et les utilisons comme support pour des copeaux de bois. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer les forteresses étoilées. Ces structures de terre de forme étoilée, d'une géométrie parfaite, sont dispersées sur toute la planète, de l'Europe au Japon et aux deux Amériques. Les historiens affirment d'une seule voix, ce sont des fortifications pour se défendre des canons. Mais n'importe quel ingénieur militaire vous dira qu'une telle forme est un suicide en défense. Zone morte, impossibilité de tir de flanc, murs bas. Ce ne sont pas des forteresses. Si l'on les regarde d'en haut, elles ressemblent à des schémas de circuits imprimés ou à des antennes fractales. Elles sont toujours situées près de l'eau. Ce sont des stations gigantesques de génération ou de transmission d'énergie. Une partie du réseau planétaire qui a été mise hors service au moment de l'impact. L'eau servait de conducteur.
Ces objets couvraient toute la Terre d'un dôme unifié de protection ou de communication. En 1816, ce réseau a été surchargé et a explosé. Nous marchons sur le cadavre d'une civilisation hautement développée, appelant ces vestiges nos propres réalisations. Nous nous attribuons la construction de ce que nous ne pouvons même pas restaurer avec les technologies modernes. Mais si les bâtiments sont restés, même endommagés, où sont passées les connaissances? Pourquoi un tel recul technologique s'est-il produit, au point qu'au milieu du XIXe siècle, la médecine est revenue à la saignée et les transports au moteur à vapeur et au charbon? La réponse réside dans ce qui est arrivé à la population de la planète immédiatement après la catastrophe. Et c'est ici que commence la partie la plus sombre de notre enquête: la substitution de l'humanité. Mettons de côté les briques et le climat et tournons-nous vers les mathématiques, la science qui ne tolère pas le mensonge. Si vous ouvrez les graphiques de croissance de la population mondiale, vous verrez quelque chose de tout à fait inexplicable. Pendant des millénaires, la courbe de l'humanité a progressé douloureusement lentement. Guerre, épidémie, famine, tout cela freinait la croissance. Et soudain, précisément au XIXe siècle, juste après la soi-disant année sans été et le chaos qui a suivi, se produit une explosion démographique d'une croissance verticale. On nous dit qu'en 1820, la population mondiale a atteint 1 milliard. Comment est-ce possible? Pensez-y logiquement. Une catastrophe climatique mondiale vient de se produire. Les récoltes ont péri, le froid, la dévastation. Dans de telles conditions, la population devrait diminuer, des régions entières devraient s'éteindre. Et elle double et triple en un temps record. Cela contredit les lois de la biologie et de l'économie. S'il n'y a ni nourriture ni chaleur, les gens ne se reproduisent pas, ils meurent. D'où sont venus ces nouveaux milliards? La réponse vous horrifiera par son cynisme. Ce n'était pas une reproduction naturelle, c'était un peuplement. Si nous analysons les documents d'archives du milieu du XIXe siècle, nous nous heurtons à un phénomène que les historiens évitent soigneusement ou qualifient de charité. Il s'agit des gigantesques maisons d'éducation et orphelinats qui apparaissent dans chaque grande ville du monde comme des champignons après la pluie. Ce ne sont pas de modestes petites maisons pour orphelins. Ce sont d'énormes complexes, dignes de palais, conçus pour des milliers et des dizaines de milliers d'enfants. Réfléchissez. D'où, en temps de paix, à l'époque de la prétendue prospérité et de la révolution industrielle, une telle quantité colossale d'enfants sans parents? Où sont leurs pères et mères? Pourquoi l'État assume-t-il le rôle de père, créant une chaîne de production pour élever des êtres humains? Il existe une théorie effrayante, confirmée par de nombreuses preuves indirectes. La population adulte de la civilisation précédente a été pratiquement entièrement anéantie lors de la catastrophe de 1816. Ceux qui ont survécu ont été éliminés ou sont morts de la maladie des rayons, que l'on appelait à l'époque la phtisie, ou d'étranges types de grippe. Les symptômes de ces maladies du XIXe siècle, perte de cheveux, hémorragie, faiblesse, coïncident parfaitement avec les conséquences de l'exposition aux radiations. La terre était vide, les villes étaient debout, mais il n'y avait personne pour y vivre. Et alors, les nouveaux maîtres du monde, ceux qui ont survécu au cataclysme dans des bunkers ou sont venus de l'extérieur, ont lancé le processus de repeuplement. Nous ne savons pas exactement si ces nouvelles personnes ont été clonées, élevées en incubateurs, dont nous voyons les technologies sur d'étranges gravures de l'époque, ou amenées d'autres territoires non touchés par l'impact. Mais le fait est que, au milieu du siècle, le monde a été inondé de gens sans passé. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ne peuvent pas retracer leur arbre généalogique au-delà d'un arrière-arrière-grand-parent vivant au milieu du XIXe siècle. Un mur infranchissable s'y dresse. Les archives sont soit inexistantes, soit falsifiées, soit elles commencent sur une page blanche. Ces personnes n'avaient pas de mémoire ancestrale, pas de tradition familiale sur le grand empire du passé.
Elles étaient une ardoise vierge, idéale pour le téléchargement d'une nouvelle version de l'histoire. C'est précisément pour ces nouvelles personnes que le système éducatif prussien, que nous utilisons encore aujourd'hui, a été inventé et mis en œuvre. Son but n'est pas l'illumination, mais la création d'un exécutant obéissant, d'un rouage dans le système. On leur a donné un langage simplifié, une physique primitive et une histoire fabriquée, où les grands bâtiments étaient construits par des esclaves avec des ciseaux et non par des ingénieurs avec des résonateurs d'ondes. Regardez les photos des villes des années 1850 et 1860. Ce sont les premiers daguerréotypes. Qui voyez-vous? Des rues désertes. Les majestueux boulevards de Saint-Pétersbourg, Paris, Rome sont absolument vides. Les rares figures humaines ressemblent à des fantômes. On nous dit que c'est à cause du long temps d'exposition de l'appareil photo. Mais les ombres des arbres et des poteaux sont nettes. Elles ne sont pas floues par le mouvement du soleil, ce qui signifie que le temps d'exposition n'était pas si long. Les villes sont vides parce que la population n'avait pas encore été importée en quantité suffisante. Les nouveaux habitants commençaient tout juste à s'installer dans les ruines, occupant timidement les sous-sols et les rez-de-chaussée des palais gigantesques qu'ils n'avaient pas construits et qu'ils ne savaient pas entretenir. Cela explique également la dégradation technologique. Pourquoi la qualité de la construction chute-t-elle si brusquement? Pourquoi, au lieu de blocs de granit ajustés sans interstice, commence-t-on à coller des murs de briques tordues avec du ciment? Parce que les maîtres ont péri. Les technologies d'adoucissement de la pierre sont perdues. Les secrets du béton géopolymère sont perdus. La nouvelle population est au niveau du culte du cargo. Ils voient que les ancêtres construisaient des colonnes et tentent de les reproduire en plâtre et en latte, car ils ne peuvent pas les tailler dans le monolithe. Ils trouvent des machines à vapeur et des mécanismes, vestiges de l'époque passée, et les adaptent comme ils peuvent, souvent sans comprendre leur véritable but. C'est ainsi que naît le mythe de la révolution industrielle. Ce n'était pas une révolution d'invention, c'était une révolution de pillage. Nous avons simplement appris à faire fonctionner certaines machines rescapées de la civilisation disparue, présentant cela comme notre propre progrès. Mais pourquoi? Pourquoi fallait-il détruire l'ancien monde et créer ce substitut? À qui cette réinitialisation globale était-elle profitable? Ici, nous entrons sur le territoire de la géopolitique à l'échelle cosmique. Il est évident que l'ancienne civilisation était trop libre et trop puissante. Un langage unique, un système énergétique unique, l'absence de frontières. Rappelez-vous, les passeports n'apparaissent qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Un tel monde est impossible à contrôler. Pour établir le pouvoir sur l'humanité, il fallait la diviser en nations, inventer différentes langues et religions, les opposer dans des guerres sans fin et les forcer à se battre pour les ressources. La catastrophe de 1816 a été une opération artificiellement créée pour changer le régime de gouvernance de la planète. Maintenant que vous commencez à voir à travers le voile du mensonge, posez-vous la question principale de tout enquêteur. À qui cela profite-t-il? Qui est devenu le bénéficiaire de l'apocalypse de 1816? La réponse est évidente, dans les dates que l'on nous a forcés à apprendre par cœur à l'école, sans nous expliquer leur véritable signification. Rappelez-vous le congrès de Vienne, qui a duré de 1814 à 1815. On nous dit que les monarques européens se sont partagé la carte après la victoire sur Napoléon. Mais c'est un mensonge. Les guerres napoléoniennes sont très probablement une opération de couverture, une mise en scène à grande échelle ou un conflit local qui a été gonflé à l'échelle mondiale pour masquer le déplacement des armées avant le véritable impact. Le congrès de Vienne n'était pas un partage de l'héritage de Napoléon. C'était le quartier général des conspirateurs qui planifiaient le redécoupage du monde avant le nettoyage global. Ils savaient ce qui allait arriver. Eux, ou les forces qui les soutenaient, se préparaient à frapper le Grand Empire, cette même civilisation mondiale que les anciennes cartes désignaient comme la Grande Tartarie. C'est précisément après 1816 que cette gigantesque contrée, qui occupait presque toute l'Eurasie et l'Amérique du Nord, disparaît des cartes. Elle a simplement été effacée par la gomme de l'histoire. Au lieu d'un espace unifié,
On nous a dessiné des dizaines de nouveaux États, inventé des drapeaux, des hymnes et, surtout, une haine mutuelle. Diviser pour régner. Ce principe a été mis en œuvre à l'échelle planétaire. Avant la catastrophe, le monde était uni. L'architecture de Philadelphie à Sébastopol, de Melbourne à Oslo, était identique. Le style antique avec ses colonnes, ses dômes et ses portiques, ce n'est pas une imitation de la Rome antique. C'est le style de cette même civilisation unifiée qui a péri il y a seulement 200 ans. Les historiens ont commis une falsification géniale. Ils ont pris des bâtiments réels, construits au XVIIe ou XVIIIe siècle, et ont projeté leur histoire 2000 ans en arrière, inventant le mythe de la Grèce et de la Rome antique. Cela a été fait pour que nous pensions que de telles technologies appartiennent à un passé lointain que nous aurions soi-disant dépassé, et non à une grandeur perdue d'hier. Regardez les guerres du milieu du XIXe siècle, la guerre de Crimée, la guerre civile aux États-Unis d'Amérique, les guerres de l'opium en Chine. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, sur les photographies de ces années, les villes semblent avoir subi une frappe nucléaire? Regardez les panoramas de Sébastopol après le siège, ou de Richmond en Amérique. Il n'y a pas de traces d'explosion nucléaire. Il y a des carcasses de bâtiments sans toit, brûlés de l'intérieur, et des montagnes de décombres. L'histoire officielle parle de canons. Mais les boulets de canon de l'époque ne pouvaient pas réduire en poussière des villes de pierre. Ces guerres étaient des opérations visant à achever les foyers de résistance survivants du Grand Empire. Les troupes de la coalition, Angleterre, France et autres nouveaux acteurs, ne venaient pas conquérir, mais nettoyer les territoires, détruire les vestiges technologiques et les témoins. Ils n'ont pas seulement tué des gens, ils ont tué la mémoire. C'est pendant cette période qu'a eu lieu un remplacement massif des langues. On nous a imposé différentes familles linguistiques afin que nous cessions de nous comprendre. Une barrière artificielle a été créée. Avant cela, il existait un système linguistique unifié, dont les linguistes trouvent des traces dans tous les dialectes du monde. On nous a enfermés dans des cages nationales, nous inculquant que le voisin est un ennemi, et que notre histoire est une succession infinie de guerres pour un lopin de terre. En réalité, toutes les guerres du XIXe siècle sont une guerre civile au sein de l'humanité, inspirée par les envahisseurs qui ont pris le contrôle après la catastrophe. Les maîtres du Nouveau Monde, ces mêmes dynasties qui se sont soudainement consolidées sur les trônes au XIXe siècle, ne sont que des geôliers. Ils ont obtenu les technologies de contrôle, le système financier et le droit d'écrire l'histoire. Ils ont créé une science qui explique les ruines par le jeu de la nature et les artefacts technologiques par des objets cultuels. Le sentez-vous dans votre chair? Ce sentiment d'injustice, la sensation que le monde est mal fait, que nous vivons dans un décor. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une mémoire génétique. Quelque part au fond de nous, chacun se souvient de cet autre monde. Un monde sans frontières, avec une énergie gratuite, avec un climat magnifique, où l'homme était un créateur et non un consommateur. Nous avons été transformés en ressources. Le système économique, construit après 1816, est basé sur la pénurie et la peur. Pénurie d'énergie, pénurie de nourriture, pénurie de terre. Mais cette pénurie est artificielle. Les technologies d'extraction d'énergie de l'éther ont été interdites et confisquées. Le pétrole et le charbon nous ont été imposés pour mettre un compteur sur chaque prise, pour nous rendre dépendants d'une poignée de corporations. Nous vivons sur une planète prison, où l'histoire est réécrite, les technologies cachées, et où une armée de scientifiques est en faction pour défendre le mensonge, prête à ridiculiser quiconque poserait une question gênante. Mais la vérité éclate. La Terre expulse les preuves. Les vieilles cartes refont surface dans les archives numérisées, malgré la censure. Les photographies de ruines qu'ils n'ont pas eu le temps de retoucher crient qu'il y a eu une autre vie ici. Nous sommes au seuil d'une prise de conscience grandiose. Le système, bâti sur le mensonge de l'année sans été, commence à se fissurer. Il pensait avoir enterré la vérité sous une couche d'argile et des kilomètres de mensonges dans les manuels scolaires.
Mais ils se sont trompés. Maintenant, vous connaissez la vérité sur le passé, mais la question la plus importante qui doit vous tarauder est: qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? Pourquoi précisément maintenant l'information sur la catastrophe de 1816 éclate-t-elle, comme de l'eau à travers un barrage rompu? La réponse est simple et effrayante. Parce que le scénario se répète. L'histoire qu'on nous enseigne est linéaire seulement sur le papier. En réalité, elle est cyclique. Ce qu'on appelle par le terme à la mode de grande réinitialisation s'est déjà produit. Nous sommes, vous et moi, les descendants de ceux qui ont survécu au formatage précédent du disque dur de la planète. Il y a 200 ans, l'humanité a été ramenée au niveau de la survie, privée de mémoire et de technologie, pour construire un nouvel ordre mondial. Et apparemment, les marionnettistes qui tirent les ficelles des gouvernements préparent un nouvel acte de cette tragédie. Examinez l'ordre du jour actuel. Menaces climatiques, discours sur la surpopulation, restrictions énergétiques artificielles, mise en place du contrôle numérique. Cela ne vous rappelle rien? Ce sont les mêmes outils qui ont été utilisés après 1816. Seulement, maintenant, ils sont emballés dans un joli papier cadeau de soucis écologiques. On nous dit à nouveau que les ressources sont rares. On nous inculque à nouveau un sentiment de culpabilité pour le fait que nous respirons et consommons. Mais maintenant, vous savez que la pénurie est un mensonge. L'énergie peut être gratuite. La nourriture peut pousser en abondance. On nous maintient délibérément dans un état de manque constant, afin que nous ne levions pas la tête et ne voyions pas que les barreaux de notre cage ne sont pas faits d'acier, mais de mensonges. Ces élites qui ont conservé les connaissances de la civilisation antédiluvienne profitent pleinement de tous les avantages. Une médecine prolongeant la vie, des transports rapides cachés au regard, et des sources d'énergie ne nécessitant pas la combustion de pétrole. Nous sommes pour eux une simple main-d'œuvre, une biomasse qu'il faut éclaircir périodiquement, comme un parterre de carottes. Cependant, cette fois, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. L'apparition d'Internet est devenue la variable qu'ils n'avaient pas prise en compte dans leur équation. L'information a commencé à se propager plus vite qu'ils n'ont le temps de l'effacer. Les gens ont commencé à échanger des photographies, à comparer des cartes, à poser des questions gênantes. La conscience collective se réveille. Nous commençons à nous percevoir non pas comme des nations éparses se querellant pour un lopin de terre, mais comme une espèce unique qui a été trompée et spoliée. Nous regardons les soi-disant ruines antiques et nous ne ressentons pas l'admiration pour une culture étrangère, mais l'amertume de la perte de notre propre foyer. Ce sont nos palais, ce sont nos technologies. C'est notre héritage qui nous a été volé, en nous faisant croire que nous sommes les descendants de singes récemment descendus de l'arbre.